Alors, l'objectif de cette session est de vous présenter la version 12 de Sage, qui s'appelle, comme vous le savez peut-être, Sage Enterprise Management. Donc, je vous propose bien de garder vos micros fermés. Voilà, et on procédera à un échange de questions-réponses plutôt en fin de session. Voilà, je vous demanderai éventuellement d'utiliser le chat, ou si on n'est pas trop nombreux, ou si c'est pas la cohue, on échangera comme cela par téléphone. Donc moi je suis Christophe Lebar et je suis responsable produit chez Flowline, voilà, sur la partie Sage Enterprise Management. Alors juste un petit rappel sur Flowline, sur qui on est, et puis aussi parce qu'on évolue. Donc nous sommes nés en 2000, si je puis dire. On est présent en France et en Suisse. Et sur la partie donc Sage Enterprise Management, nous sommes 50 consultants, voilà, qui sont certifiés, qui travaillons à vos côtés, avec aussi 6 directeurs de projet. Et nous sommes certifiés Platinum, voilà, sur Sage. Et depuis quelque temps, nous avons aussi pris la carte Salesforce. Nous avons monté une équipe de 5 à 7 personnes, voilà, et nous réalisons l'intégration des flux entre le RP Sage et la plateforme de Salesforce, voilà, tant sur la partie CRM que sur la partie service, mais également sur la partie RH. Alors juste un petit peu d'histoire, voilà, sur les différentes versions qui sont proposées par l'éditeur Sage. Alors Sage Enterprise Management, ou Sage EM, anciennement Adonis X3, voilà, existe depuis 99 en fait. En 2005, date importante, il y a eu le rachat d'Adonis par Sage. Certains d'entre vous sont en V5, V6, donc il y a une grosse évolution en V6, avec notamment la partie multilégislation en comptabilité. Et une date importante également, c'est 2014, avec la nouvelle plateforme technologique, voilà, la plateforme Full Web, avec aussi une première version de responsive, et déploiement également de Sage X3 en cloud. Et en 2017, Sage X3 devient Sage Enterprise Management. Et la V12 dont on va parler est sortie, voilà, cette année, en janvier 2019. Mais j'évoquerai également, voilà, les nouvelles fonctionnalités de la V12, mais également les grandes fonctionnalités, voilà, qui sont apparues depuis cette V7, c'est-à-dire depuis cette nouvelle plateforme technologique. Voilà. Et donc, petit rappel aussi, donc Sage Enterprise Management est donc disponible, voilà, donc uniquement en mode full web, il n'y a plus de client-serveur, et en mode licence, finalement, on peut fonctionner comme d'habitude, comme on faisait auparavant, c'est-à-dire on-premise, dans l'infrastructure du client, c'est-à-dire par acquisition de licence, ou alors as a service, voilà, dans le cloud public, opéré par Sage. Voilà, c'est Sage qui gère les mises à jour, ou alors vous pouvez être également en cloud privé, c'est-à-dire vous disposez, chaque client dispose de ses propres configurations, et c'est géré donc par un partenaire certifié. Alors petit rappel aussi, Sage avec Sage Enterprise Management, qui est la solution ERP unique de Sage, ça représente, on va dire, 6000 clients, voilà, dans plus de 100 pays, et même un écosystème de plus de 290 partenaires. Encore un petit slide, simplement pour vous présenter la couverture de cette version V12. Donc le périmètre fonctionnel, on va dire, des grands domaines reste le même, c'est-à-dire qu'on a la gestion comptable et financière, avec cependant la gestion des immobilisations qui a été intégrée, c'est-à-dire que c'est la solution Abel qui a été intégrée. On va gérer la gestion des achats, les stocks, la production, toute la partie service client, qui couvre à la fois la partie relation, client, CRM et support client, et toute la partie gestion des ventes, voilà, avec une gestion de bout en bout des processus, voilà, en temps réel, avec unicité et traçabilité complète des données. Bon voilà, donc ça c'est ce qui existait même actuellement dans vos versions. Ce qui change, eh bien, c'est la profondeur fonctionnelle sur chacun de ces domaines, et c'est surtout ce qu'on voit ici en vert foncé, c'est l'ajout de fonctions collaboratives. C'est comme l'espace de travail, le partage de documents,
la gestion des notifications via le workflow et les outils BI dont on parlera. Hein, c'est la partie Business Intelligence qui est proposée par Sage et qui est intégrée dans la solution ERP. Et il y a bien sûr le grand changement, hein, depuis cette V7 aussi, c'est l'aspect technologique. Au niveau de la base de données, on va toujours être sur de l'Oracle ou SQL Server, on va dire que ça ne change pas. Au niveau des outils de développement, le L4G qui existe toujours, mais ce qui est important, c'est toute la gestion des web services qu'on va pouvoir gérer en technologie SOAP ou en API REST, et donc la possibilité de publier des web services à l'extérieur ou appeler directement des web services externes directement depuis le L4G. Voilà. Et côté interface, ça c'est aussi le grand changement. Donc on est en full web, comme je le disais, le client-serveur a disparu, donc on est en environnement HTML5 avec la gestion du responsive design. Alors qu'est-ce que c'est? On va l'évoquer tout à l'heure. Ça permet une exécution, quel que soit le device, quelle que soit la taille de l'écran. Vous pouvez travailler avec votre tablette ou travailler avec votre PC ou un smartphone. Et l'autre nouveauté aussi, c'est qu'on va pouvoir, comme je le disais, accéder à l'ERP, soit en mode acquisition de licence, on-premise, soit effectivement accéder par le mode cloud. Alors cette version V12 présente de nombreuses avancées. Alors, au niveau de l'usage, comme je l'évoquais, c'est-à-dire c'est l'utilisation de toutes les fonctions en mobilité, que ce soit sur tablette ou smartphone, l'ajout de nouvelles fonctions. Là, on va passer en revue toutes ces nouvelles fonctions qui sont apparues. Et puis également, au niveau du déploiement, la facilité de déploiement, avec notamment une notion sur laquelle je reviendrai, c'est la gestion des rôles et des processus, qui facilite effectivement la mise en place auprès des utilisateurs. Alors, au niveau de la légende que je vais évoquer, ce qui est on va dire en bleu turquoise, j'espère que ça apparaît aussi chez vous comme cela, c'est les nouveautés vraiment de la V12 et qui ont fait, ou bien, c'est les nouveautés purement qui sont dans la V12, ou des fonctionnalités qui ont fait l'objet de grosses améliorations, donc que j'évoque effectivement comme nouveauté de la V12. En bleu foncé, en bleu sombre, on va dire, ce sont des améliorations sur des fonctions existantes depuis les versions précédentes. Depuis la V7, en V12, il y aura eu des améliorations sur ces fonctions-là que je préciserai. Et en gris, finalement, ce sont des fonctions qui sont sorties dans les versions précédentes, depuis la V7. C'est-à-dire pour certains d'entre vous qui sont en V5, V6, ce sont des nouvelles fonctionnalités. Pour d'autres qui sont peut-être déjà en V11 ou qu'on franchit ce cap technologique, effectivement, ce sera peut-être des redites, mais ça me semblait important de repréciser ces différentes fonctionnalités. Donc, gros changement au niveau de l'interface utilisateur. Donc, le responsive design, qui est une grande nouveauté de cette V12 et qui permet vraiment de gérer la mobilité. Également la gestion des apps, que je présente en gris puisque ça existe depuis la V7, mais c'est la possibilité effectivement de gérer des applications directement à partir de l'apps mobile Sage, qui est dans l'Apple Store ou dans la Windows Store. Autre nouveauté, sur la partie, on va scruter comme ça par domaine, sur la partie vente supply chain. Donc les nouveautés en V12, une nouvelle fonctionnalité qui apparaît, c'est la gestion des contenants internes avec le suivi en stock. Donc on peut parler de gestion et suivi des palettes en stock. Je vous montrerai cela. Et sur les fonctions qui sont sorties dans les versions, on va dire N-1, N-2, on va retrouver la gestion des flux grand import, c'est-à-dire c'est le suivi d'acheminement de transport et puis tout ce qui est gestion des frais d'approche. Également, des améliorations sur les kits commerciaux, pour ceux qui les utilisent. Là, on va plus loin au niveau de la gestion des options variantes avec le paramétrage des formules sur la sélection des options variantes, puis sur les quantités. Sur la partie production, nouveauté V12, c'est vraiment la partie Gantt qui est intégrée dans X3, ce qu'on appelle ici l'ordonnanceur de production, donc qui existait déjà, on va dire en version V11, mais là qui a été complètement enrichi. Donc c'est une solution qui est vraiment conçue par Hortemps. Hortemps qui est un éditeur de solutions d'ordonnancement. Là ça a été conçu et réintégré dans Sage X3.
Ensuite, des optimisations de certaines fonctions qui étaient aussi déjà présentes en V11, mais qui présentent des optimisations dans cette nouvelle version. C'est la gestion des versions, voilà, des indices majeurs mineurs, donc que je vous présenterai. La gestion des changements, donc sur les produits en termes de demande d'évolution, de suivi de ces évolutions, et toute une partie suivi d'ateliers, voilà, pour les opérateurs ou par équipe, on va pouvoir indiquer les temps passés en production et hors production, donc je vous montrerai cela. Au niveau de la qualité, bleu turquoise, gestion des non-conformités, donc ça c'est une fonctionnalité donc, qui apparaît dans cette toute dernière version, donc qui va permettre de gérer le flux complet des non-conformités. Un point qu'on a indiqué ici sur le RGBD, qui permet effectivement, qui fournit des outils et des processus qui vont aider les entreprises, on va dire, à se conformer au RGBD. Autre chose à laquelle je ne ferai pas fortement un zoom, mais que j'évoque, c'est la gestion des allergènes, qui est intégrée donc au niveau des composants et au niveau des produits fabriqués, et également les DLU. Donc voilà, c'est pour tous les articles qui sont gérés en péremption, c'est ce délai d'utilisation personnalisé, alors par couple article-client, c'est aussi ça la nouveauté, et qui sert à déterminer la date limite d'utilisation de l'article, voilà, à partir de sa date d'entrée en stock. Autre point majeur, voilà, qui sort aussi dans ces nouvelles versions, c'est toute la gestion par affaire. Donc là, on est dans sa forme effectivement, on va dire définitive, qui présente voilà, une version optimisée et complétée déjà de la version qui était apparue en version 11. Donc là, j'y passerai effectivement un petit peu de temps. Et en comptabilité, donc là, il y a effectivement des nouvelles législations qui sont apparues comme cela au fil des nouvelles versions. Il y a des aspects réglementaires, notamment au niveau des déclarations qui sont apparues. Je ferai un petit zoom sur les nouveaux types d'échéances, par exemple les prévisions de trésorerie qui sont apparues et qui permettent d'avoir une vue de la situation au niveau de chaque banque. Voilà, je ferai quelques petits zooms sur la comptabilité. Alors, peut-être pour la légende, pour compléter, il reste aussi la partie EDI. À présent, la version Sage intègre finalement un outil de communication qui permet de gérer des entrées et sorties, des flux d'entrée et en sortie, en dialoguant avec une station de traduction. Donc, j'évoquerai cela. Et donc, au niveau de la légende, pour compléter, donc là, vous avez la vue globale des nouveautés à la fois de la V12 et des nouveautés aussi, des fonctionnalités nouvelles pour ceux qui sont en V5, V6. Les petits points rouges, finalement, ça correspond aux éléments que je vais vous présenter ici. Donc on ne fera pas de grandes présentations sur les fonctions comptables parce que c'est pas forcément mon domaine, ou en tout cas ça fera l'objet éventuellement d'une autre session. Donc on va zoomer tout de suite sur la partie interface utilisateur. Donc c'est-à-dire on va voir quelques images de ces nouvelles fonctionnalités. Donc on part là-dessus. Donc comme je l'évoquais, donc on va avoir un accès uniquement via un navigateur et multi-device, c'est-à-dire quel que soit le matériel que vous avez utilisé, que ce soit un smartphone ou une tablette ou un PC, bien sûr. Donc les écrans vont s'adapter et l'expérience utilisateur va s'adapter automatiquement. Alors juste pour ceux qui ont laissé leur micro ouvert, voilà, juste pensez bien à le mettre en mute, puisque j'ai effectivement le retour de ce que vous dites. Alors, c'est intéressant, comme ça au moins je vois que vous m'entendez. Donc les grandes nouveautés, donc c'est cet accès effectivement via le navigateur et surtout quel que soit le device. C'est aussi l'approche par les rôles et les processus qui permettent vraiment de structurer, voilà, qui fait quoi dans l'entreprise. Il y a aussi tout ce qui est intégration avec Microsoft Office, que ce soit au niveau d'Outlook, des agendas, mais également tous les docs Office, que ce soit Word ou Excel. Donc un petit zoom pour vous montrer à quoi ressemble l'interface. Donc vous avez sur la partie gauche, finalement, ce sont l'ensemble des rôles dont je parlais, qui sont préparamétrés au niveau du système. On a le responsable des stocks, le responsable du planning. Donc ça, ce sont les rôles
qui sont pré-paramétrés au niveau du système et qui permettent de donner accès donc à des processus, comme ce que vous voyez sur l'écran, où on va retrouver, voilà, par exemple pour un responsable de planning, comment il peut planifier sa commande. Donc en fait, ça modélise la séquence des fonctions. Et il y a effectivement un éditeur qui va permettre de modéliser vos propres processus. Et puis ça donne également accès à des indicateurs. Alors c'est important aussi cette partie indicateur. Donc ça c'est la page d'accueil de l'utilisateur et il visualise ici des indicateurs ou des alertes ou des actions qui sont à traiter. Pour un approvisionneur, ça peut être des demandes d'achat en retard, des commandes en retard. Donc là on a tous les outils pour bâtir ce portail et de pousser de l'information auprès des utilisateurs. Voilà un exemple de processus pour un approvisionneur, donc comment passer un achat à partir des besoins. Et donc, ici, on a, pour chaque utilisateur connecté, on va avoir l'ensemble des rôles qui lui sont attribués à un utilisateur, peut avoir plusieurs rôles. Voilà, quand il prend la casquette d'un administrateur des ventes, donc voilà, il va avoir accès effectivement à un profil des ventes qui lui donne accès à l'ensemble des processus, on va dire de la DV, et puis un ensemble d'indicateurs qui sont positionnés. Donc voilà, vous avez vu, peut-être ça a été un petit peu vite, c'est directement, bien sûr, depuis le flux graphique, on lance directement les fonctionnalités. C'est-à-dire, on ne va pas les chercher dans les menus, on utilise les processus pour lancer directement les fonctionnalités. Et les indicateurs, pour l'administrateur des ventes, donc qui lui donne par exemple les commandes bloquées ou l'accès aussi à des informations statistiques, des raccourcis finalement sur ces fonctions-là. Autre exemple, avec un acheteur, on va retrouver des informations clés, son métier, et ce qu'on intègre ici aussi, c'est la possibilité d'avoir des tableaux de bord. Alors tableau de bord, SEI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la BI dont je vous parlais, c'est-à-dire la solution de Business Intelligence qui est intégrée dans X3, qui s'appelle Sage Enterprise Intelligence, et qui permet comme ça d'intégrer des tableaux de bord, des informations d'analyse, directement comme ça sur le portail de l'utilisateur ou même dans les écrans en fait. Et donc cette BI nous donne accès de manière dynamique à des indicateurs. Alors ici ce tableau de bord, donc ça c'est pour un acheteur, on va visualiser l'évolution peut-être des achats par mois, les articles les plus commandés, etc. J'ai la possibilité d'avoir une vue sur l'ensemble des années ou de filtrer comme cela, filtrer par année. J'ai la possibilité de faire un zoom peut-être sur une catégorie d'articles ou une typologie d'articles. Vous voyez, et l'ensemble de mes indicateurs sont automatiquement recalculés par rapport au filtre que j'aurais positionné. L'utilisateur lui-même, s'il en a les droits, il peut partager son tableau de bord, soit par email, il peut l'imprimer, il peut également aussi l'éditer, c'est-à-dire lui-même composer son propre tableau de bord. Alors on voit aussi, donc ça c'était la manière d'accéder via le portail, on voit aussi la possibilité pour l'utilisateur de créer son propre portail. Ici, par exemple, lui-même, il aura la possibilité d'accéder à des processus, d'accéder à des calendriers. On voit ici les lignes de commande à livrer. Donc là, il peut constituer sur sa page, par exemple, l'ensemble des commandes à livrer, ou pour un approvisionneur, l'ensemble des commandes qui sont en attente de réception, et accéder là aussi depuis sa page, sans passer par les menus. Il accède depuis le calendrier, il peut lancer directement sa commande. Autre exemple, accéder à la bibliothèque de requêtes préparamétrées ou alors les requêtes que vous avez vous-même personnalisées, positionner ces différentes requêtes. Et ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est qu'à partir de cette requête, on a la possibilité d'aller zoomer directement au niveau de l'information. Là, depuis le tableau qui me présentait la liste des commandes d'achat, je peux aller directement dans le contexte sur cette commande d'achat qui était présentée au niveau de la liste. Ce qui va être intéressant aussi par rapport à ces indicateurs, on peut les envoyer sous Excel, mais ce n'est pas juste une image qu'on va envoyer, c'est en fait on va constituer un document Excel qui va être connecté. C'est pour ça ici, on me demande une connexion avec l'utilisateur. Donc les données sont présentées comme cela sur mon Excel, et vous voyez en fait tous les liens bleus, ça correspond à des liens sur X3, c'est-à-dire la possibilité d'aller
d'aller ouvrir directement soit un fournisseur, un article, ou une commande fournisseur. Voilà, c'est ce qu'on peut voir ici. L'autre possibilité, une fois que vous avez formaté ce document, si vous avez constitué un tableau croisé dynamique, etc., donc vous avez la possibilité ensuite d'exporter ce document, c'est-à-dire de le partager avec d'autres utilisateurs ou d'autres utilisateurs qui font partie de votre groupe. Peut-être parmi un service comptable ou un service administratif, vous avez la possibilité de constituer des documents qui sont connectés à la base de données, donc avec des données qui sont réactualisées en temps réel, et de partager ce document à votre communauté, si je pourrais dire. Et donc chaque utilisateur de ce groupe peut ensuite visualiser la liste des documents qui ont été publiés pour aller voir ensuite le détail par rapport à ça. Autre chose, donc pour accéder aux fonctionnalités, on peut aussi passer par un menu. Vous voyez ici, j'ai la map avec l'ensemble des menus et sous-menus, parce que on a accès ici à l'ensemble des droits, enfin à l'ensemble des fonctionnalités. Et vous avez ici un moteur de recherche qui vous permet de vous positionner directement au niveau des fonctionnalités. Voilà, on tape ordre quelque chose et on me propose ordre de fabrication. Et en cliquant directement, on a accès, effectivement, on zoome directement à la fonction. Autre possibilité, c'est la possibilité de faire glisser directement, prendre une fonctionnalité que vous avez à l'écran dans votre menu et la glisser directement, par exemple, sur votre bureau. Et ensuite, directement depuis ce raccourci, finalement, sur une fonction, vous allez pouvoir lancer une session X3 directement dans le contexte. Autre élément pour accéder, finalement, troisième possibilité, c'est via une barre de favoris, donc des favoris qui sont propres à chaque utilisateur, donc qui apparaissent en haut de l'écran, et que vous avez bien sûr la possibilité de personnaliser. Voilà, vous gérez les signets, voilà, avec la possibilité de réorganiser ces éléments. Là, ici, on zoome au niveau d'une fiche. Alors, pour les utilisateurs de la V5, V6, vous voyez une fiche, par exemple, une fiche article. Pour les utilisateurs de la V5, V6, finalement, ça change pas forcément grand-chose. Ce qui va être important ici, c'est cet aspect, cette possibilité de pouvoir designer des écrans et de dire, voilà, cet écran, ce champ-là, sur un PC, donc il apparaîtra, et sur un smartphone, finalement, quand j'ai peu d'espace, on pourra décider de faire disparaître un bloc ou un champ complet. Le responsive design, ça correspond à ce qui est évoqué ici. Vous avez la liste gauche que vous pouvez faire varier, et sur la droite de l'écran, voilà, vous scrollez sur les différentes informations, et la taille de mon écran s'adapte finalement à la taille. Ici, on a fait une simulation avec la taille d'un smartphone, et vous visualisez finalement que je peux accéder à l'ensemble des informations d'une fiche article avec l'ensemble des menus, parce que effectivement toutes les informations sont disponibles sur une seule page sur laquelle je peux effectivement scroller. Là, si je reviens en plein écran, voilà, on scrolle sur l'ensemble des informations. Vous voyez, j'ai plus cette notion d'onglet. Par contre, je peux accéder à des blocs, à des sections directement en me déplaçant sur les différents ancrages en fait, qui me donnent accès directement à une zone de ma fiche article. Sur la liste gauche que vous connaissez, donc là, ce sont les indicateurs, les raccourcis sur des critères de recherche qui permettent finalement de filtrer ma liste gauche avec des critères paramétrables. Sur la partie haute à droite, vous retrouvez les différents raccourcis sur les fonctionnalités qui sont connexes, qui vont varier suivant les éléments. Vous avez le lien sur l'article site, sur les tarifs de vente, et sur toute la partie droite, vous avez un menu local. Vous y accédez par les trois petits points qui sont là, et ça vous donne accès à l'ensemble des fonctions qui sont en lien, par exemple pour consulter les achats ou les commandes ou les fabrications sur tel ou tel article. Et dernier point, quand on évoquera en ergonomie, c'est la notion de pièce jointe qui a été revue. Vous l'utilisez sans doute, c'est la possibilité d'associer des pièces jointes sur chacune des fiches. Là, simplement, l'ensemble de ces documents vont être gérés finalement sur
sur le serveur, sur différents volumes qui sont représentés ici, ce qui vous permet d'y accéder, quel que soit finalement l'endroit où vous vous trouvez. Ils sont sur un serveur auquel vous avez accès. Voilà sur cette partie ergonomie. On va passer également à présent. Donc pensez bien à couper le micro. J'entends encore des personnes qui parlent. Et si moi-même je coupe vos micros, en fait, on m'entend plus. Donc on va procéder de cette sorte. Autre élément qui est important. Donc là, on a vu l'accès à l'ensemble des fonctions, donc via mon navigateur, vous voyez, avec différents types de devices. On a aussi la possibilité, la plateforme de Sage offre aussi la possibilité d'accéder à des fonctions de lecture ou mise à jour de la base de données via des fonctions qui sont développées sous forme d'apps et qui sont ensuite disponibles sur l'Apple Store ou sur le Windows Store. Et ça va permettre d'exploiter les capacités de votre smartphone, par exemple, son appareil photo ou la lecture de QR code. Ça permet aussi, ce mode-là, d'avoir une gestion avec un mode cache, c'est-à-dire que ça permet de stocker les données dans le cache et de travailler sur ces données en cache. Voilà, quand on n'a pas la connexion ou qu'on a perdu la connexion. Alors comment ça se présente? Voilà, on a ici une page d'accueil qui est entièrement personnalisable, avec l'accès aux applications, aux apps qui sont installées sur le mobile. Donc si je zoome par exemple sur les demandes d'achat qui ont été validées, voilà, j'ai la possibilité de voir l'ensemble des demandes d'achat et de zoomer sur le détail de ces demandes d'achat. Voilà, donc on a une interface qui est vraiment différente, voilà, qui est synthétique. Un autre exemple qui peut être aussi intéressant pour travailler en mobilité, c'est tout ce qui est, par exemple, saisie des notes de frais. Donc ça, c'est les apps que je vous montre, c'est les apps qui sont livrées dans le standard, et on a bien sûr la possibilité d'en rajouter, d'en créer de nouvelles. On a ici, par exemple, l'ensemble des dépenses, celles-ci qui n'ont pas été approuvées, et j'ai la possibilité d'aller modifier ou d'aller saisir une nouvelle note de frais en accédant, vous voyez, avec une ergonomie assez simple, tactile, accéder par exemple à l'ensemble des notes de frais. J'avance un petit peu, on va zoomer cette fois au niveau des fonctionnalités. Je m'intéressais ici à une fonctionnalité qui est nouvelle dans cette V12, qui est la gestion des contenants. Donc cette gestion des contenants, donc ça permet de gérer, on va dire, les contenants de type interne qui correspondent, on va dire, à des unités logistiques, des palettes, des barils, etc. Et on va pouvoir gérer l'ensemble du flux d'entrée, c'est-à-dire pouvoir réceptionner des marchandises, des composants, voilà, en les stockant donc sur palettes, et ensuite de gérer des fonctions de mise à jour, que ce soit de remplissage de palettes ou de regroupement ou d'éclatement des palettes, avec une vision du stock, du contenu de ces différentes palettes. Donc comment procède-t-on? Donc on va créer ces contenants en les organisant donc par type, et on va générer des identifiants, voilà, pour ces différents contenants, et on va pouvoir suivre leur statut. Donc voilà, donc c'est une fonction de gestion des contenants qui sont rattachés à un type de contenant, des palettes, des cartons, des colis, avec un visuel. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir visualiser au niveau de cette gestion des contenants, c'est directement le contenu associé. Voilà, on a ici par exemple sur ce contenant, sur cette palette, 9 cartons de 25 unités et puis 12 boîtes. Donc on visualise directement le contenu de chaque contenant à ce niveau-là. Une fois que l'on a défini ces contenants, on va peut-être visualiser et suivre une réception. Voilà, comment se passe une réception. On va réceptionner finalement sur une commande d'achat. On avait commandé 10 barils de sirop de canne sur des palettes 55 par 4 qui contiennent, voilà, chaque palette contient 4 barils. Et donc le système va me générer automatiquement 3 palettes. Voilà, je réceptionne 10 barils, le système va me générer automatiquement 3 contenants internes. Et sur la deuxième ligne, donc on va réceptionner 2000
kg de polypropène, donc dans des big bags de 1000 kg, et donc le système automatiquement, voilà, quand on lance l'impression des étiquettes, le système va me générer 2 contenants, et je vais pouvoir suivre en stock ces différents contenants avec leur contenu. Donc là, je suis sur une réception que vous connaissez, hein, donc avec la réception de mes 10 barils et mes 20 kilos. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, ce qu'on a défini, c'est au niveau de l'article site, on a défini le contenant par défaut, hein, qui est identifié dans la table des contenants, et au niveau de l'article site, on a défini ici la capacité. Donc, pour ce contenant-là, on peut stocker 4 unités barils, par exemple. Voilà. Et au final, donc le système, quand on fait la réception, donc là, automatiquement, il va me générer mes 3 barils en fonction de ma quantité complète réceptionnée. Voilà, vous avez ces éléments-là. Autre élément, voilà, c'est lors de l'impression, voilà, directement vous faites votre réception, hein, le système génère automatiquement cette ligne-là. On a vu les contenants, on a vu la réception, voilà, automatiquement le système fait une proposition, après vous pouvez bien sûr intervenir sur la modification des entrées. Et en stock, comment ça se traduit? C'est qu'on va avoir une nouvelle consultation qui permet d'avoir le stock pour chacun des numéros de contenants, hein, qui sont identifiés. Et vous avez la possibilité bien sûr de filtrer, hein, par emplacement, par statut. Vous avez la liste des contenants et sur la partie droite, hein, vous avez l'ensemble des articles, des lots qui sont gérés sur ce contenant-là avec leur unité de stockage. Ensuite, ce qui est mis aussi à disposition, c'est l'ensemble des fonctions, voilà, de regroupement ou d'éclatement. Donc on peut voir par exemple le stockage sur palette, hein, l'affectation sur un numéro de contenant. Donc on va sélectionner donc un article, on va sélectionner un contenant. Vous avez ici la liste des contenants avec leur statut. Et je vais pouvoir, sur la liste gauche, hein, vous voyez, accéder à l'ensemble de mes articles, hein, suivant les critères que j'ai indiqués. Je vais, par exemple, indiquer la quantité que je souhaite positionner sur ma palette. Indiquer que sur cette quantité totale, je veux en traiter uniquement 2. Et on visualise ici directement le stock, hein, de 2 qui est positionné sur ce contenant-là. Autre élément, hein, qu'on va pouvoir réaliser, c'est tout ce qui est regroupement ou éclatement. On va voir un élément d'éclatement, mais le regroupement, c'est exactement la même chose, hein. Donc on a vraiment des transactions de stock, hein, nouvelles qui sont indiquées. On va sélectionner un contenant, on va faire un éclatement, et ici la quantité de 1000 kg qui était positionnée, je vais finalement la répartir 500 kg sur tel contenant que je sélectionne, qui peut être déjà partiellement rempli, et les 500 autres kilos, voilà, sur un autre contenant, voilà, pour réaliser l'éclatement. Et le regroupement, c'est finalement un petit peu le même type d'opération. Si j'avance un petit peu, je vais vous parler de la fonction de gestion des achats grand import, hein. Donc là, qui va nous permettre de gérer des conteneurs et de suivre l'acheminement finalement de ces conteneurs. Donc là, je suis bien en phase d'achat. Donc c'est la possibilité, effectivement, de regrouper une ou plusieurs commandes d'achat de fournisseurs qui peuvent être potentiellement différents sur un conteneur, et ensuite de regrouper ces différents conteneurs, voilà, sur une expédition, hein, qui traduit le fait de la livraison du fournisseur, hein, du départ de chez le fournisseur. L'ensemble de ces expéditions, je vais ensuite pouvoir les regrouper sur un bon de transport, de manière vraiment à pouvoir suivre le flux, hein, le transport, voilà, les différentes étapes, les différents documents, etc. Donc comment ça se passe, hein? Donc là, on retrouve ce schéma-là, qui nous indique que sur un conteneur, on peut regrouper, voilà, plusieurs commandes avec des sites différents,
hein, avec des commandes issues de différents fournisseurs. On a cette gestion des conteneurs donc qu'on peut identifier avec un code, un type de contenant qui dispose ainsi d'une capacité, d'un volume global. Et là-dessus, je viens simplement piquer les lignes pour regrouper l'ensemble de ces commandes. Là où vous retrouvez l'ensemble des poids et volumes de chacune de ces lignes. C'est comme cela que vous allez remplir les conteneurs. L'étape suivante, c'est une fois que vous avez constitué vos conteneurs, vous pouvez organiser une expédition et de dire, voilà, sur ce départ, je vais regrouper tel ou tel conteneur. Alors l'étape conteneur n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que directement depuis l'expédition, j'aurais pu piquer mes différentes commandes d'achat, voilà, qui sont indiquées ici, ou alors je viens piquer des conteneurs. Autre élément important, c'est toute la partie frais d'approche. Du coup, on va pouvoir définir des éléments de frais qui vont être calculés de manière automatique. En fait, donc là, vous avez des natures de coûts avec des formules qui peuvent être définies pour estimer votre coût de transport, voilà, sur les frais de douane, sur le bateau, etc. Et ensuite, l'ensemble de ces éléments-là, on a la possibilité de les regrouper sur un bon de transport qui vous permet de suivre les différentes étapes ou les documents, voilà, l'identification du transporteur, et vous retrouvez les différentes expéditions, les différents départs que j'ai regroupés ici, des documents qui peuvent être obligatoires, et ici des étapes qui vous permettent de suivre l'acheminement ou l'avancement de votre transport. J'avance un petit peu. Sur la partie commerciale, je ne reviens pas. Je vais passer sur la partie ordonnanceur, qui est une fonction. C'est le Gantt intégré qui va nous permettre de travailler à capacité finie, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser des opérations sur un Gantt graphique à capacité finie ou infinie, et surtout voilà, qui peut tenir compte de la disponibilité des matières premières ou des liens entre les OF. On va également réaliser l'équilibrage de la charge. C'est-à-dire que la charge automatiquement peut se répartir sur les postes remplaçants. Donc le principe, c'est ça, c'est en entrée, j'ai mes ordres de fabrication suivant différents statuts qui passent finalement dans cet outil d'ordonnancement qui va me permettre de réaliser différentes simulations, et ensuite la simulation que je vais publier va me permettre de mettre à jour les différentes opérations et donc les dates de mon ordre de fabrication. Donc à quoi ça ressemble ? Donc sur l'ordre de fabrication, donc ça c'est l'ordre de fabrication tel que vous le connaissez. Donc la nouveauté, c'est la prise en compte directement au niveau des composants, finalement, d'une date de première disponibilité. Voilà, vous voyez ici sur l'écran, et du coup qui a un impact directement sur les opérations qui sont liées à ces composants. Alors cette date de première disponibilité, c'est ce qui est montré ici, d'où elle provient, en fait, ça a un lien avec les affectations. Et l'affectation, voilà, je vous rappelle, c'est le lien entre un besoin et une ressource. C'est-à-dire que ce composant-là, finalement, il est bloqué sur un réapprovisionnement qui est positionné, donc qui permet de déterminer effectivement que ma date de réception prévue de cette commande d'achat est le 17-1, donc la date de première disponibilité de ce composant était le 17-1. Et du coup, les opérations qui sont liées ici à ce composant-là sont aussi calées avec une date au plus tôt. Donc c'est cette information donc, qui est définie au niveau de chacun des OF qui va me servir ensuite à ordonnancer la production. Si je souhaite effectivement caler mes opérations par rapport à la date de disponibilité des composants qui sont nécessaires. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc c'est un Gantt graphique qui propose différentes vues. Là ici vous avez un Gantt par OF. Vous voyez la notion d'OF et d'article, et puis sur une échelle de temps, vous voyez les différents calendriers. Sur la partie droite, vous avez des indicateurs sur le planning qui permettent de voir, par exemple, le nombre d'OF planifiés, des taux de service, le nombre d'OF en retard. Donc, au fur et à mesure de vos simulations, vous pouvez voir aussi ces indicateurs variés. Et puis, lorsqu'on est positionné sur une opération, vous avez directement les informations qui concernent cet ordre de fabrication ou cette information. Voilà.
sur cette partie droite qui est entièrement paramétrable. Vous avez ensuite une visualisation d'un Gantt par ressource. Et donc l'ensemble de ces onglets qui sont présentés en fait sont personnalisables. C'est vous qui décidez avec quel Gantt, quelle représentation vous voulez travailler. Donc là une représentation plus classique. Vous avez les postes de charge, les centres de charge, et vous visualisez sur le calendrier les différentes opérations qui sont positionnées avec des codes couleurs aussi que vous pouvez définir. Ici, ce qu'on met en évidence, c'est un focus sur un réseau d'OF. Voilà, vous êtes sur une opération, ce que je vous évoquais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait donc indiquer le lien entre une opération. Donc là, on est plutôt sur une mise en évidence d'un seul OF. On va voir tout à l'heure la mise en évidence d'un réseau d'OF. Donc là, sur un OF, donc je clique sur une opération et je peux voir effectivement de manière synthétique les autres postes de charge, les autres ressources avec l'ensemble des opérations liées sur cet OF-là. Ici, vous avez une vision d'un diagramme de charge. Donc tout d'abord à capacité infinie. Donc là, ça vous permet de voir en rouge les différents goulots d'étranglement. Et lorsque vous passez ici dans un critère finalement à capacité finie, donc là, le système va automatiquement lisser la charge. Voilà ce qu'on voit ici. Également, un rééquilibrage de cette charge, comme je l'évoquais, avec une répartition de la charge sur des postes remplaçants. Ici, une autre représentation qui a été proposée, c'est une vision par article et par OF. Si vous voulez suivre effectivement un plan de charge par article, et là vous avez le même type de représentation. Voilà, en cliquant sur chacune des opérations, vous avez les différents indicateurs. Autre représentation qui peut être intéressante quand on travaille à la commande, c'est une vue par commande et les différentes lignes de produits fabriqués sur cette commande-là, ce qui vous permet de dire voilà, telle commande sera finie de fabriquer à partir de telle date. Vous avez les informations qui apparaissent sur la partie droite. Et enfin, ce qu'on peut voir, c'est la partie réseau d'OF, où là, je vais pouvoir dire voilà, telle opération, telle semi-finie finalement, est liée, dépendante finalement d'autres produits finis consomment ou ont besoin de ce semi-fini. Donc c'est le lien qu'on voit ici, en disant que ce semi-fini SFI 026 de cette OF-là, 73, sera consommé par un produit de niveau supérieur, de produit fini 0,50 ou un semi-fini 0,29. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que lorsqu'on va ordonnancer la charge de ce semi-fini, automatiquement, donc ça va décaler la charge sur les OF dépendants. Alors, ce qu'on voit ici, avec une simulation effectivement de décalage d'une charge, automatiquement le système va repositionner. Donc là, c'est un système qui est effectivement directement intégré, donc avec la puissance d'un moteur Hortem, c'est un conçu par Hortem, et donc qui est intégré directement dans X3, donc pour planifier vos OF suivant différents critères. À venir d'ailleurs, comme critère d'ordonnancement, est prévu l'ordonnancement permettant d'optimiser les temps de réglage. Voilà, permettant de regrouper des OF pour optimiser les temps de réglage. Je vais passer sur la partie gestion des versions, qui existait déjà en V11. Il y a eu quelques améliorations qui sont proposées par ça. Donc la gestion des versions, ça va permettre vraiment de suivre l'ensemble des changements sur un produit, sur la nomenclature et sa gamme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer un numéro de version majeure et mineure, à la fois sur l'article, mais sur la nomenclature ou la gamme en fait. Et ce qu'elle va permettre, cette notion de version, on va pouvoir la suivre et la tracer dans tous les flux, soit vente, achat, calcul des besoins, en fabrication, etc. Donc on va voir déjà comment ça se représente au niveau de l'article. Il faut que vos articles soient gérés au niveau, que soient gérés en lot, effectivement, pour pouvoir disposer de cette traçabilité. Et on va simplement indiquer ici, gestion de version, avec un compteur, version majeure, version mineure, et ici vous avez les différentes versions que vous avez créées avec un statut. Ici, donc la version A a été arrêtée avec une date de dérogation, et vous avez des versions qui peuvent être en statut prototype ou activé, etc. Alors quel impact ça ? Effectivement, c'est un impact direct
au niveau des règles de stock et des autorisations, que je vais vous montrer ici en fait. Attendez voir que je vous le montre. Oui, enfin, je ne sais plus si je l'ai sur cet écran-là, mais on va pouvoir conditionner effectivement que chaque version, on va pouvoir autoriser sa livraison, sa consommation, etc. Alors visualisons maintenant, on a vu au niveau de l'article, on peut voir au niveau de la nomenclature comment ça se passe. Donc on va retrouver un identifiant. Ici, on a l'article, on a l'alternative qui est définie ici, et on a un code version. Et chaque fois qu'on va vouloir faire des évolutions finalement sur une nomenclature, on n'aura pas le choix effectivement que de faire évoluer cette notion de version majeure ou de version mineure, voilà, que vous voyez ici, pour pouvoir réaliser des modifications sur ma nomenclature. Et quand vous passez, voilà, vous avez ici une représentation avec les composants, où dans la version A, j'ai effectivement un composant A, dans une autre version, j'aurai d'autres composants, si mes composants sont gérés en version, voilà, comme c'est indiqué ici. Dans la version C, j'ai un composant C qui est activé. Alors, autre point, quand on veut modifier finalement, je ne vais pas dans une alternative élaboration, je duplique par exemple un article, et une fois que ces éléments sont validés, on va basculer d'une alternative 20 élaboration à une alternative 41 qui était peut-être mon alternative de production. Voilà, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'était ici en fait sur la partie livraison, on va pouvoir conditionner donc pour chaque type de flux, les sorties diverses, les consommations sur OF, les livraisons, eh bien en fonction de la version du prototype, en fonction de la version, on va dire, de l'indice, qu'on soit dans un statut prototype ou un statut actif ou un statut arrêté, on va décider pour chaque type de mouvement, avec la possibilité de faire des exceptions, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Oui, j'ai le droit d'avoir une version, je n'ai pas le droit de livrer une version arrêtée, sauf si j'ai une dérogation. Donc on va vraiment pouvoir contrôler ces différents flux. Je vais avancer un petit peu. La gestion des changements, je vais le présenter sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a la possibilité ici de gérer des demandes de changement, voilà, sur un produit qui n'est pas forcément géré en nomenclature, et à partir de là, de gérer des analyses d'impact. C'est-à-dire qu'on va définir des utilisateurs qui vont décider, qui vont approuver ou non la demande de changement en tenant compte d'éléments tangibles qui sont l'analyse de l'impact, voilà, quel impact en stock, quelles sont les nomenclatures ou les ordres de fabrication qui sont en cours, et décider ou non de prendre en compte cette demande de changement, qui lorsqu'elle va être approuvée, on va pouvoir planifier des actions. Donc je vous montre rapidement, donc la demande de changement, on va indiquer le produit, etc. Et au niveau de l'analyse d'impact, vous voyez ici, donc on va pouvoir indiquer l'impact sur les ventes, sur les achats ou sur la production avec l'impact sur mes différentes données techniques. Et à partir de là, effectivement, on va pouvoir statuer sur cette demande d'achat et planifier ensuite un certain nombre d'actions. Comment on planifie ces actions? Eh bien, de manière très simple, en fait, on va pouvoir nommer un responsable et ensuite rajouter des actions sur les différents thèmes, sur les demandes d'achat, sur les devis, sur les commandes de vente. Voilà, tous les éléments impactés, on va pouvoir indiquer le type d'action. Voilà, par exemple, sur une commande d'achat, l'action, on peut rajouter différentes actions, c'est par exemple renvoyer au fournisseur, on va indiquer une date, on va indiquer un responsable, donc on va pouvoir ensuite gérer l'avancement, la mise en œuvre de ce plan d'exécution. J'avance un petit peu sur le suivi d'atelier, quelques mots. Donc pour ceux qui font de la production, vous connaissez le suivi par OF. Donc là, on a vraiment la possibilité de travailler par collaborateur ou par équipe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir indiquer vraiment le temps passé, c'est-à-dire en indiquant, voilà, j'ai commencé mon travail, c'est le start, début, et stop, fin, voilà, à un moment donné, je vais terminer mes opérations, dire que j'ai terminé, indiquer les quantités qui ont été réalisées, les quantités rebutées, éventuellement, vous allez pouvoir indiquer tout ça, et ça va vous permettre à la fois de suivre les temps de travail de production,
mais également les temps de pause ou des temps indirects, etc. Bon, comment ça se présente? Voilà, rapidement. Donc cette possibilité, donc chaque collaborateur ou au niveau d'une équipe, on va indiquer un début de pointage, on va indiquer les différentes tâches sur lesquelles j'ai travaillé, mes différents OF sur lesquels j'ai travaillé, et puis ensuite on pourra indiquer éventuellement des temps de pause, des temps hors production, et tout cela va être comptabilisé et ensuite validé par un opérateur. J'avance un petit peu, je vois que le temps tourne. Nouveauté, gestion des non-conformités, donc qui sont maintenant intégrées au niveau de 7GEM, donc qui va vous permettre de créer une non-conformité directement au cœur, c'est-à-dire lors d'une réception d'achat, lors d'un suivi de fabrication, lors d'un retour client. Vous allez pouvoir identifier, tracer cette non-conformité depuis le document généré et ensuite mettre en place un plan d'action et suivre ce plan d'action. Donc si je regarde, et puis on va regarder la traçabilité. Donc si on regarde au niveau par exemple d'une réception d'achat, donc là sur la partie droite donc apparaît un menu qui va vous permettre soit de créer une non-conformité, soit même voilà pour une réception effectuée, de lister les non-conformités qui ont été réalisées, donc soit à l'entête, soit à la ligne, et puis donc chaque non-conformité, voilà, là vous avez l'exemple d'une fiche de non-conformité, avec son identification, éventuellement sa photo, éventuellement des causes et du texte, et on retrouve le document d'origine. Et en indiquant ensuite les différentes causes que vous allez pouvoir tracer. Et cette non-conformité, vous voyez, vous pouvez la faire porter, là, en l'occurrence c'est une non-conformité sur les lignes, soit sur la quantité globale, soit sur une partie, en indiquant, voilà, j'ai une quantité de 10, mais j'aurais pu faire porter ma non-conformité que sur une quantité restreinte de la quantité réceptionnée. J'avance un petit peu. Au niveau du plan d'action en fait, qu'on peut mettre en place, donc ça peut être assez intéressant. Là aussi, ça va vous permettre de planifier et de nommer des acteurs. Donc un plan d'action, c'est un petit peu comme tout à l'heure pour les demandes de changement. Vous avez des types de transactions, avec des types d'actions qui sont préparamétrés que vous pouvez enrichir. Et par rapport à ça, vous avez ensuite, si c'est une action corrective ou préventive, une date et un responsable, et ensuite chaque acteur concerné va pouvoir indiquer les différents statuts par rapport à ces tâches et suivre l'avancement. Sur la partie projet, qu'est-ce qu'on va gérer? Donc là, on va vraiment pouvoir gérer l'ensemble de la structure d'une affaire ou d'un projet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décomposer l'ensemble des tâches et des activités liées à ce projet, et on va pouvoir mettre en face également la structure budgétaire. Voilà, c'est ce qu'on retrouve sur ce schéma-là, où vous avez ici l'affaire qui va constituer de l'ensemble des tâches, des sous-phases, des activités, et puis en face, une structure aussi indépendante correspondant à des budgets, et bien sûr, en fait, chaque activité, on la fait pointer sur un budget. Donc, ce qui va nous permettre de suivre, à la fois de définir un budget, mais de suivre le réalisé et l'engager sur chacun de ces budgets. Voilà, ici, on a la structure d'affaires avec un code affaires, le client qui se rattache, les différentes dates. On visualise de manière synthétique ici la situation financière, le budget qui a été élaboré de manière globale, l'engagé en cours, le reste à engager. Vous avez également la vue qui est donnée sur la partie revenu, c'est-à-dire c'est les commandes qui ont été passées, c'est le chiffre d'affaires engagé. Vous avez la traçabilité sur les commandes qui ont été passées, mais pas seulement, sur l'ensemble des documents liés à l'affaire, on retrouve cette traçabilité. Je vais avancer un petit peu sur la traçabilité. Ici, voilà, on a la décomposition en tâches. Donc ce qu'on indiquait, les différentes phases, sous-phases, les tâches, avec un statut, les dates. Et associé donc à chacune de ces tâches, je vais avoir des opérations, des activités sur lesquelles je vais pouvoir pointer, ou avoir, pour certaines tâches, là ici on a deux activités qui sont pointées, avec un nombre d'heures à passer, les charges qui étaient prévues, les charges réalisées. Et puis on a les collaborateurs, qui sont
qui doivent travailler sur ce projet et qui pourront pointer des temps. On a d'autres phases qui sont de type fabrication. Vous fabriquez quelque chose. Donc là, vous allez pouvoir avoir une liste d'articles associés. Vous fabriquez ou vous mettez à disposition. Ça peut être l'ensemble, la nomenclature finalement de votre projet ou des composants qui seront expédiés sur un chantier. Donc vous les retrouvez là. C'est votre nomenclature d'affaires, si vous voulez, avec les dates de mise à disposition de ces différents composants. Ici, on présente donc, voilà, vous avez l'ensemble des tâches, avec la possibilité de lier également des tâches entre elles, en indiquant des liaisons de type, des liens entre ces différentes tâches, de synchronisation, sur la fin, sur le début, avec une vision sous forme d'un Gantt. Vous avez l'ensemble des tâches de votre affaire, et puis le séquencement par rapport à ces règles de séquencement et les dates qui sont proposées. Et en parallèle de ça, vous avez la structure de coût, où vous définissez les différents budgets. C'est les lignes budgétaires, voilà, une ligne budgétaire pour la gestion de projet, pour la recherche et développement. Et ensuite, ces lignes budgétaires, vous les décomposez en nature de dépenses. Et ensuite, chaque fois, vous allez imputer des temps de fabrication, des temps d'activité. Ça va venir s'imputer directement sur ces tâches-là. Et ça va vous permettre de suivre, l'engager, le réaliser, de faire des comparaisons sur le prévu, le réalisé. Ici, vous avez la vision globale de l'affaire, tout au long de son avancement. C'est-à-dire pour chacune des phases, vous allez pouvoir suivre effectivement les articles qui sont en cours, les opérations qui sont en cours, voire même les ordres de fabrication qui sont lancés. Pour cette tâche-là, il y a un ordre de fabrication qui est lancé. On peut aller zoomer sur le détail. Vous verriez de la même manière les différents achats par rapport à ça. Et ces situations financières, vous avez la possibilité de les figer finalement, de prendre une photo à un moment donné et ensuite de comparer ces différentes vues avec les différents écarts. Voilà, j'accélère un petit peu pour pas vous faire pas être trop en retard, on va dire, sur votre agenda. Et la troisième partie, vous voyez, finalement, l'affaire se décompose en 3 flux. La structure de mon affaire, la saisie des temps, la saisie finalement des achats, de la fabrication, toute l'activité qui est liée à mon affaire, et il y a un flux parallèle qui est la partie vente, commercialisation. Qu'est-ce que je facture finalement sur mon affaire? Et donc là, ça vous permet d'avoir la possibilité de définir quels sont les articles que je facture, éventuellement avec un échéancier de facturation, et puis la possibilité de faire des devis, N versions de devis, faire des commandes, faire des expéditions et facturer. Et cela de manière parallèle finalement à votre flux de production sur l'affaire. Autre point, mais je vais être très, très rapide, c'est sur la partie comptabilité. On fera peut-être une session, mais on va dire que les grandes nouveautés finalement de la comptabilité sont venues à partir de la version 6. Là, c'est une vue que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire que Sage est une solution, on va dire, internationale, c'est-à-dire que c'est la possibilité de gérer N sociétés dans N législations différentes. Vous avez ici la notion de société, les législations. Chaque société est rattachée à une législation, donc qui lui donne accès à différents référentiels, référentiel général, référentiel analytique, IFRS. Vous pouvez créer comme cela 10 référentiels donc, pour chaque modèle de société, et associé à chacun de ces référentiels, vous avez un plan de compte, vous avez également des axes analytiques que vous pouvez définir sur chacun de ces plans de compte. Et bien sûr, ce qui est intéressant, effectivement, quand on travaille en mode groupe comme ça, c'est de gérer des flux intersites, achat-vente entre les sites ou achat-vente entre les différentes sociétés. RGPD, c'est plus des outils qui vont vous être proposés avec des outils de requêtage, des outils d'exportation des données ou même la modélisation sous forme de processus qui vous donne accès à ces outils. C'est de manière effectivement à vous mettre en conformité ou en tout cas de vous fournir l'ensemble des éléments nécessaires pour vous mettre en conformité avec cette RGPD. Situation bancaire, voilà, je peux le montrer rapidement, c'est la possibilité, c'est nouveau, c'est apparu, la possibilité de visualiser une situation sur un groupe de banques ou sur une banque, à la fois sur des éléments de prévision de trésorerie, mais intégrant également les demandes d'achat, les commandes d'achat ou les devis, les commandes de vente. Donc ça vous donne une vue synthétique. On va le voir ici, une vue synthétique
par mois, par jour, par semaine, enfin par mois, par semaine, hein, et par jour également, euh, des différents documents avec leurs échéances, la possibilité de zoomer sur le tiers, voilà, pour chacun des tiers d'avoir effectivement l'encours à cette période et d'avoir jusqu'au détail des documents, voilà, quelles sont les factures, les différentes échéances qui sont apparues. Autre élément que j'évoquerai rapidement, parce que je vois que le temps tourne, la possibilité de faire des factures périodiques, ça aussi c'était une grande demande, c'est la possibilité de créer un modèle de facture et ensuite d'abonner finalement ces factures, soit côté achat, côté vente, voilà, les abonner à la semaine, au mois, et automatiquement le système va vous générer les factures. Également évolution sur les budgets, hein, on était limité avant jusqu'à 3 axes, hein, donc cette limite a été étendue jusqu'à 9 axes. Et je terminerai enfin voilà, sur la partie EDI. Donc là, il y a maintenant, on va dire, un outil qui permet de paramétrer des flux entrants et sortants avec effectivement la connexion avec un traducteur. Hein. Là, quand on parle d'EDI, Sage ne réalise pas la traduction, mais permet effectivement de gérer un SaaS, hein, gérer des modèles, des messages qui permettent, que ce soit en entrée ou en sortie, d'être communiqués, de communiquer avec cette station de traduction, voilà, pour que ces messages soient échangés avec vos différents partenaires. Voilà, j'ai débordé de quelques minutes, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Maintenant, n'hésitez pas,